Il pensait qu'elle n'était qu'une femme de ménage et qu'elle ne comprendrait rien. Mais quelques secondes avant de signer un contrat de plusieurs milliards de dollars, elle a interrompu la cérémonie et c'est là que le vrai chaos a commencé. Abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. C'est vraiment intéressant. L'odeur d'antiseptique et de cire pour polir imprégnait l'air comme une seconde peau. C'était une odeur que Raina Harris avait appris à connaître intimement au cours des 6 dernières années. Elle travaillait de nuit à la tour Myrtec, en plein centre de Seattle. À 44 ans, elle s'était habituée au silence des couloirs à minuit et au bourdonnement mécanique bas des salles de serveurs. Son monde existait dans les heures entre les réunions des autres et leur trajet du retour chez eux. Au moment où le soleil se levait au-dessus de l'horizon et déversait sa lumière dorée stérile sur les fenêtres en verre du gratte-ciel, elle était déjà partie. De retour dans l'appartement modeste d'une chambre qu'elle partageait avec sa sœur cadette. De retour dans le silence d'être invisible. Raina avançait dans le couloir luisant au 35e étage, sa serpillière glissant en arc régulier et exercée sur le carrelage de marbre. Ses mains, rugueuses d'années de labeur, agrippaient la poignée métallique sans hésitation. Son dos la faisait souffrir d'une journée à pousser des chariots, soulever des bacs, se pencher pour frotter des tâches que personne d'autre ne verrait jamais. Son uniforme, une combinaison bleu marine simple, avec l'emblème effacé de Capstone Cleaning Services, lui allait comme une seconde peau, fonctionnelle, invisible derrière les portes vitrées fermées. Les salles de réunion scintillaient de mouvement. Elle pouvait voir des ombres à travers le verre dépoli, entendre le timbre bas des voix d'hommes, l'éclat occasionnel de rire, le tintement de verre. Personne ne la remarquait. Personne ne le faisait jamais. C'était une partie du travail. Et parfois, Raina se rappelait que c'était une bénédiction. Ils laissèrent leur secret à découvert quand ils pensaient que personne ne regardait. Et Raina regardait toujours. Au 39e étage, la moquette étouffait ses pas. Elle se déplaçait en silence, non seulement par habitude, mais parce qu'elle avait appris que le silence était une armure. Elle passa devant le bureau d'angle du vice-président Tanner, qu'il avait un jour qualifié de fantôme de couleur lors d'une fête des fêtes qu'il ne savait pas qu'elle pouvait entendre depuis le placard de la femme de ménage. La plupart des nuits, elle tendait simplement l'autre joue, sa dignité cousue dans le silence. Mais certains souvenirs persistaient comme de la rouille, même après des années de frottage. Elle travaillait depuis qu'elle avait 18 ans, d'abord dans la tech, puis dans les ténèbres après l'accusation, le scandale, le silence. Il y a une fois, elle avait traversé la scène de remise des diplômes à Harvard avec mention en informatique, serrant la main de professeurs qui lui disaient qu'elle était destinée à la grandeur. Mais la grandeur n'avait pas survécu aux fausses accusations quand on était une femme noire dans une pièce pleine d'hommes blancs. Un moment de mauvaise conduite fabriqué, un superviseur subalterne qui ne supportait pas d'être corrigé, par une femme plus jeune et plus intelligente, avait retourné sa vie à l'envers. Pas de procès, pas d'appel, juste une lettre de licenciement et du silence. Elle avait quitté l'industrie discrètement, honteusement, sans nom à défendre. Cela remontait à 15 ans. Maintenant, elle nettoyait des toilettes pour les mêmes corporations pour lesquelles elle avait autrefois essayé de développer des logiciels. À 3h43 du matin, Raina poussait son chariot vers la suite exécutive où les sols en marbre devenaient plus froids et où les lumières restaient allumées toute la nuit. Quelques écrans scintillaient encore. Il était rare de voir une station de travail déverrouillée, mais ce soir-là, l'une d'elles brillait vivement dans la salle de conférence au fond, sa porte coulissante en verre ouverte d'1 pouce. Ses yeux balayèrent le couloir. Pas de pas, pas de voix, juste le sifflement doux du système de ventilation. Curieuse, elle poussa la porte plus largement avec une main gantée. La tablette sur la longue table de conférence en obsidienne affichait un document ouvert intitulé « Brouillon confidentiel d'accords stratégiques de fusion avec Dynx AI ». Raina cligna des yeux. Dynx. Elle avait lu des articles sur l'entreprise des mois plus tôt, imprégnés de recherches militaires, enveloppés de mots-clés sur les réseaux neuronaux et l'informatique en nuage, soupçonnée de concevoir des algorithmes de prédiction de comportement pour des entrepreneurs de la défense. Elle fit un pas prudent à l'intérieur. Juste un regard, juste un aperçu. Le document défilait automatiquement en mode présentation, mettant en évidence les points clés en rouge. Assumption de responsabilité, rôle exécutif, confinement, des risques d'urgence, langage légal sec et gonflé de clauses conditionnelles.
Mais quelque chose attira son regard. Exécutif de référence R. Harris, contractant externe. Son souffle se coupa. Elle se pencha plus près. Impossible. Ça ne pouvait pas être elle, mais c'était là, en police noire, en gras. Son nom, initial et nom de famille, assigné à un rôle qu'elle n'avait jamais entendu, référencé comme consultant intermédiaire temporaire avec autorité discrétionnaire sur les flux de données et l'arbitrage des actifs intellectuels. Ça sonnait comme du charabia. Mais Raina avait rédigé des contrats similaires dans sa vie précédente. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Il l'avait nommé bouc émissaire. Si quelque chose tournait mal avec l'accord, si la fusion s'avérait légalement compromise ou éthiquement douteuse, cela retomberait sur le contractant externe qui avait échoué à maintenir les sauvegardes de cybersécurité. Et selon les métadonnées du brouillon, la personne remplissant ce rôle était elle. Elle recula de l'écran, le cœur battant. Ce n'était pas une erreur, c'était délibéré. Ils avaient planté son nom dans un document qui serait signé par des exécutifs qui ne savaient pas ou ne se souciaient pas qu'elle était réelle. Pour eux, R. Harris était un placeholder, un nom insignifiant, un bouclier. Elle recula hors de la pièce, l'esprit en ébullition. Une fine couche de sueur picotait le long de sa colonne vertébrale. Son quart n'était pas terminé, mais quelque chose de fondamental avait changé. Elle avait vu quelque chose qu'elle n'était pas censée voir, et elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait en faire. De retour au 37e étage, elle vidait les poubelles et essuyait les surfaces, mais ses pensées revenaient sans cesse à ce contrat. Pouvait-elle se reconnecter au système? Pouvait-elle retrouver le document? Ses anciens instincts revinrent, décodant, déconstruisant, déchiffrant. Les muscles n'avaient pas atrophié. Ils étaient juste restés inutilisés. Ses mains bougeaient automatiquement pendant qu'elle nettoyait, mais son esprit était un tourbillon d'arbres logiques et d'évaluation de risques. Dans la salle de pause du personnel, elle sortit son vieux téléphone à clapet, celui qu'elle gardait caché dans un compartiment secret de son chariot. Il n'avait pas d'internet, mais il avait un appareil photo. Elle reviendrait le lendemain, soir, même étage, même pièce, et photographierait ce contrat. Elle ne savait pas encore ce qu'elle en ferait, mais elle savait ce qu'elle ne pouvait pas faire. Elle ne pouvait pas prétendre qu'elle ne l'avait pas vu. Le lendemain matin, Raina rentra chez elle en bus avec ses fournitures de nettoyage dans un sac réutilisable pour course. La pluie ruisselait sur les fenêtres. Les passagers fixaient devant eux, silencieux, tout comme elle. Elle arriva chez elle auprès de sa sœur Marlène, recroquevillée sur le canapé avec un coussin chauffant et une couverture. La chimiothérapie lui avait volé la plupart de sa force et le coût des médicaments les étouffait. Raina prépara du thé, puis s'assit dans sa chambre, fixant le mur. Il l'avait choisie parce qu'elle était invisible, parce qu'elle travaillait de nuit et ne parlait que si on lui adressait la parole, parce que son badge disait maintenance, et que personne au pouvoir ne regardait sous les uniformes. Mais ils avaient sous-estimé une chose. Elle se rappelait encore comment lire du code. Cette nuit-là, en enfilant sa combinaison sur ses épaules et en laquant ses bottes, Raina ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle se sentait éveillée. Elle sortit sans se retourner. La nuit suivante arriva comme un lent soupir, et avec elle vint le poids froid et d'acier de la résolution. Raina s'assit seule au bord de son lit, les mains jointes entre les genoux, les yeux fixés sur le sol en linoléum ébréché de l'appartement qu'elle appelait maison depuis les 12 dernières années. Le silence autour d'elle était familier, mais ce soir-là, il pressait plus fort contre ses poumons. Marlène était déjà couchée, son médicament contre la douleur l'ayant enfin emportée après une autre journée de souffrance silencieuse. Raina avait attendu d'entendre la respiration rythmique avant de bouger. Elle ne voulait pas que sa sœur voie la tension sur son visage ou la peur qu'elle pressait soigneusement sous ses côtes. Le contrat la hantait. La façon dont son nom était assis sur cet écran si confiant, inséré dans le rôle d'un pion sacrificiel. L'audace de cela tournoyait en elle comme de la bile. Elle avait été transformée en bouclier humain et personne n'avait même demandé. Il supposait qu'elle ne remarquerait pas, qu'elle ne comprendrait pas, qu'elle s'en ficherait. Mais Raina Harris remarquait tout. Elle quitta l'appartement à minuit, plus tôt que d'habitude, glissant une clé USB et son vieux téléphone à clapet dans la doublure secrète de son chariot de nettoyage. Le trajet en bus vers le centre-ville fut sans histoire, et quand elle atteignit l'immeuble imposant de Myrt Tech, il l'accueillit avec le même éclat indifférent que toujours. La sécurité hocha la tête sans mot.
La réceptionniste ne leva pas les yeux de son téléphone. Raina balaya son badge et prit l'ascenseur de fret jusqu'au 39e étage, son cœur cognant doucement contre sa poitrine. Le couloir était vide, les lumières tamisées pour le mode après-heure. Elle roula son chariot en avant, s'arrêtant devant la salle de conférence. La porte était fermée ce soir-là et l'écran noir. Pendant un moment, elle pensa que peut-être c'était un coup de chance qu'elle l'avait imaginé, ou que quelqu'un avait déjà effacé la trace. Mais Raina avait vécu trop longtemps pour croire aux coïncidences. Elle vérifia le mur de verre pour des reflets, puis se glissa à l'intérieur, veillant à ne pas laisser la porte claquer derrière elle. Elle se dirigea droit vers la console à la tête de la table et appuya sur la barre d'espacement. L'écran s'alluma en scintillant. Mut dom passereki. Raina fronça les sourcils. La nuit précédente, le document était ouvert. Quelqu'un devait l'avoir accédé plus tard et sécurisé. Elle tapa quelques combinaisons courantes dans la boîte de connexion. Rien. Elle réessaya, cette fois avec le code admin générique que Myrt Tech utilisait autrefois quand elle avait brièvement travaillé en intérim IT après sa chute. Toujours rien. Ses paumes commencèrent à transpirer. Elle n'avait pas le luxe du temps ou des outils. Elle ne pouvait pas forcer le système, sans risquer d'être détectée. Et elle savait que si quelqu'un la surprenait près de cette station, il n'y aurait pas d'excuse plausible. Le personnel de maintenance ne touchait pas aux terminaux. Il n'avait même pas de identifiant de connexion. Ses yeux balayèrent la pièce, cherchant une autre option. À l'extrémité de la table, elle repéra un paquet imprimé négligemment fourré dans une mallette en cuir. Raina l'ouvrit, le souffle coupé. C'était un brouillon imprimé du même accord de fusion. Les pages étaient numérotées, agrafées ensemble et remplies de notes et d'encre bleue, certaines surlignées, certaines entourées. Elle tourna à la page 17. C'était là la clause. Exécutif de référence R. Harris, consultant externe. Le paragraphe était dense de jargon légal, mais Raina reconnut le langage pour ce qu'il était, une diversion stratégique. La construction des phrases semblait ordinaire en surface, langage légal standard de protection, mais enfouies dedans étaient des phrases conditionnelles qui déplaçaient discrètement la responsabilité. En cas de violation de données, d'échec sur le marché ou de brèche réglementaire, le contractant nommé absorberait les conséquences. Si poursuivi, il deviendrait le visage légal de l'échec. Elle deviendrait le bouc émissaire d'une tromperie de milliards de dollars. Elle photographia la page avec son téléphone, prenant plusieurs clichés sous différents angles. Puis elle tourna la page suivante, notant la note de bas de page citant des précédents antérieurs. Un autre drapeau rouge. Ce n'étaient pas des délinquants de première fois. Cette clause avait des précédents dans d'autres fusions. Son esprit était un cyclone de mémoire et de compétences. Vieux manuels, séminaires d'éthique, études de cas passés. Tout revint en inondation. Ils utilisaient des protocoles standards de non-divulgation et des failles de sous-traitance pour ingénier l'impunité. Dinks s'en sortirait intact, tandis que Myrt s'effondrerait avec Raina enterrée sous les décombres. Elle remit le document dans la mallette et revint à son chariot, les mains tremblant légèrement. Elle sortit de la pièce sans être vue, expirant seulement une fois qu'elle atteignit le couloir plus calme. Son corps bougeait, mais ses pensées la devançaient. Plus tard, pendant sa pause programmée, elle s'assit seule dans la salle de pause du personnel avec une tasse de café brûlée et déplia une des pages imprimées qu'elle avait glissées dans sa poche. C'était tout aussi accablant sur papier que sur écran. Elle fit courir ses doigts sur le texte, comme pour sentir l'intention derrière l'encre. Elle ne savait pas qui avait inséré son nom, mais elle avait ses soupçons. Elle pensa à une femme nommée Andrea, une junior en conformité arrogante, qui avait un jour demandé à Raina de signer un formulaire de vérification d'accès pour des livraisons de documents. À l'époque, Raina n'y avait pas pensé deux fois. Ces sortes de papiers arrivaient occasionnellement, partie de la bureaucratie procédurale du bâtiment. Mais maintenant, elle se rappelait la formulation étrange sur ce formulaire. La petite police au bas qu'elle n'avait pas lue parce qu'elle n'avait pas eu le droit de prendre une copie. Elle replia la page, la glissant à nouveau dans sa poche. Elle devait en parler à quelqu'un. Quelqu'un devait savoir. Après la fin de son quart, Raina attendit que le personnel du matin arrive. Tandis que les ascenseurs s'ouvraient et que les employés en costumes et talons commençaient à affluer, elle repéra Cassandra, une jeune femme noire du service comptabilité à qui Raina avait parlé quelques fois en passant. Cassandra avait toujours été polie, même chaleureuse. Invoquant son courage, Raina s'approcha d'elle près du bar à café. « Hé Cassandra, dit-elle doucement, je peux te parler un moment ? C'est à propos de quelque chose que j'ai trouvé dans un document. » Cassandra cligna des yeux, surprise, puis offrit un sourire poli. « Bien sûr, Raina.
Quelque chose ne va pas. Raina hésita, sortit la page pliée du contrat de sa poche et la lui tendit. Je pense que quelque chose ici me vise. Je ne sais pas à qui d'autre me fier. Le sourire de Cassandra vacilla tandis qu'elle lisait. Ses sourcils se levèrent, puis se froncèrent. Mais au lieu de préoccupation, de l'amusement dansa dans ses yeux. Elle rendit la page. « Oh ma chérie, c'est du truc légal. Tu es sûre que tu n'y lis pas trop ?»« Je travaillais autrefois sur des contrats tech, » dit Raina la voix tendue. « Je sais comment c'est formulé. Ils tendent un piège à quelqu'un et ce quelqu'un c'est moi. » Cassandra rit doucement. « Pas cruel, pas malveillant, mais dédaigneux. Phil, si tu t'inquiètes, parle à RH. Je suis sûr qu'ils clarifieront. »« Je l'ai fait. » Raina mentit. Ils n'ont pas répondu. « Ils l'ignorent. » Cassandra recula. « Je dois aller à une réunion. Bonne chance. »« D'accord. » Raina la regarda partir. La déception s'enfonça dans ses os. Peut-être que Cassandra ne la croyait pas. Ou peut-être qu'elle la croyait, mais choisissait de ne pas s'en soucier. Dans tous les cas, le message était clair. Raina était seule. Plus tard cet après-midi-là, en se préparant à quitter le bâtiment, elle revint à son casier et trouva un post-it jaune collé à l'intérieur de la porte. Pas de nom, pas d'écriture qu'elle reconnaissait. Il disait « Continue à lire et tu le regretteras ». Sa peau se hérissa. Ce n'était pas juste de la bureaucratie. Quelqu'un savait qu'elle avait vu le fichier. Quelqu'un l'avait remarqué. Elle arracha le mot et le fixa jusqu'à ce que ses mains commencent à trembler. Ses instincts hurlèrent de jeter tout, oublier le fichier, retourner à l'invisibilité. Mais Raina avait passé trop d'années à laisser les autres la piétiner et elle avait dormi trop longtemps. Elle quitta le bâtiment avec la clé USB encore cachée dans son chariot et un feu qui se construisait dans sa poitrine. De retour chez elle, Marlène était penchée sur la table de cuisine, organisant des pilules dans de petites boîtes en plastique. Raina l'aida en silence, tendant des plaquettes et remplissant la bouilloire. « Quelque chose ne va pas au travail », dit enfin Raina. Marlène ne leva pas les yeux. « Quelque chose ne va toujours pas dans cet endroit. »« Ils utilisent mon nom, » dit Raina dans un contrat, un gros. « Ils me tendent un piège pour que je porte le chapeau si ça tourne mal. » Marlène s'arrêta. « Comment tu le sais ?»« Je l'ai lu. Je l'ai photographié. Je sais comment ces choses fonctionnent. J'écrivais ce langage autrefois. » Marlène referma la boîte à pilules. « Alors tu dois t'en éloigner. Ne t'en mêle pas. Ces gens, ils ne jouent pas fair play. Si je ne dis rien, ils me détruiront quand même, » répondit Raina. « J'y suis déjà. Je ne le savais juste pas. » Marlène croisa son regard. Son regard était épuisé, mais empli de quelque chose proche de la fierté. « Alors tu ferais mieux de t'assurer d'avoir des preuves. De vraies preuves. Parce que le moment où tu parles, ils viendront pour toi. Je prépare déjà. » Cette nuit-là, Raina ne dormit pas. Elle resta debout à relire les photos, uploadant des copies sur un disque chiffré, écrivant des notes à la main comme elle le faisait autrefois pour organiser des arbres de données. L'ancienne Raina, celle qui vivait dans des salles de conseil et déboguait des logiciels jusqu'à l'aube, elle était toujours là sous l'uniforme, sous la crasse. Ses doigts étaient tachés d'encre et de tonnet, pas d'eau de javel, et elle n'avait fait que commencer. La pluie n'avait pas cessé pendant 2 jours, et la ville luisait sous son poids. Un brouillard gris s'accrochait à la tour Myrte comme un voile tandis que Raina descendait du bus, sa capuche tirée étroitement autour de son visage. Ses bottes éclaboussaient dans des flaques peu profondes sur le trottoir, mais elle ne remarqua pas. Ses pensées étaient ailleurs, enroulées autour des mots qu'elle avait lus, des noms qu'elle avait surlignés et des clauses à la page 17 qui avaient tout changé. Dans le hall, tout semblait comme toujours. Carrelage poli, rampe en verre et l'écho froid de trop de marbre. Mais quelque chose semblait différent, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Les gardes de sécurité et les costumes noirs se tenaient plus droits, badge visible. Il y en avait plus que d'habitude. Quelqu'un avait ajouté des cordons de velours devant les ascenseurs et un podium élégant avait été placé près de l'entrée tenant une annonce encadrée que Raina aperçut en passant. Cérémonie de signature de fusion stratégique. Dynx AI, Myrt Tech International. Salle de conférence exécutive niveau 40. Vendredi 9h. Presse bienvenue. C'était en train d'arriver. L'accord allait être finalisé. Raina serra la poignée de son chariot de nettoyage et continua à travers le poste de contrôle. Personne ne l'arrêta. Personne ne la regarda même. Elle était toujours invisible et elle en profiterait. À l'étage, l'air avait un goût différent. Un parfum d'orchidées fraîches emplissait le couloir. Quelqu'un avait placé des arrangements le long des murs,
fleurs blanches et rouges sang, et grands vases en verre qui capturaient les lumières du plafond comme du cristal. Raina passa devant eux vers la salle des fournitures et se glissa à l'intérieur, fermant la porte derrière elle. Elle atteignit sous le faux panneau de sol de son chariot et sortit le dossier Manila qu'elle avait préparé la nuit précédente. À l'intérieur se trouvaient des impressions du document de fusion, la page avec son nom surligné au marqueur jaune, des captures d'écran du système interne, une copie du formulaire d'accès qu'il l'avait trompé pour signer, et des annotations qu'elle avait écrites à la main, référençant le langage de contrat précédent, citant des failles, signalant le risque de réaffectation d'indemnité. Chaque page avait été revue et revue encore. Elle n'avait pas dormi. Ses doigts laissaient mal d'avoir tapé. Son cou brûlait d'heures penché sur un écran scintillant. Mais elle l'avait fait. Elle avait des preuves. Ce qu'elle n'avait pas, c'était un plan. Elle avait naïvement pensé que quelqu'un écouterait si elle parlait. Mais après le rejet de Cassandra, après la menace anonyme, elle savait mieux. Parler ne suffirait pas. Elle devait agir. Elle devait arrêter l'accord. Raina expira et regarda le dossier bleu simple dans ses mains. Elle ne ressemblait pas à une avocate. Elle ne sonnait pas comme une exécutive. Personne ne la croirait par défaut. Donc elle rendrait impossible de l'ignorer. Elle vérifia sa montre. 8h04, moins d'une heure. À 8h37, elle se tenait dans l'ascenseur de fret tandis qu'il grimpait lentement. Son chariot avait été laissé derrière. Elle portait son uniforme de nettoyage, gants fourrés dans la poche arrière, badge d'identification clipsé au col. Elle portait le dossier d'une main et essayait de calmer la tempête dans sa poitrine. Elle se sentait comme un soldat entrant en bataille, armé de rien d'autre que sa mémoire et sa conviction. L'ascenseur tinta doucement. Elle sortit au 40e étage. C'était comme si elle avait marché dans un autre monde. Le couloir luisait comme une piste d'atterrissage. Un long tapis rouge s'étendait de l'ascenseur aux doubles portes vitrées de la salle de conférence exécutive. Des projecteurs avaient été installés. Une équipe de traiteurs s'affairait près des murs, disposant des plateaux de flûtes de champagne et de fruits importés. Un groupe de reporters se tenait près d'un cordon de velours, murmurant dans des enregistreurs et feuilletant des carnets. À l'extrémité de la pièce, des équipes de caméras ajustèrent leurs rigs, se préparant pour une diffusion en direct. Et au centre, juste à l'intérieur des portes vitrées imposantes, une massive table de conférence noire s'étendait sur la longueur de la pièce. À sa tête, siégeait Robert Mayer, le fondateur et PDG de Meert Tech, un homme aux cheveux argentés, montre étincelante et confiance délibérée. À sa droite siégeait Julia Meyer, sa femme et conseillère juridique principale, vêtue d'un costume gris ardoise de designer et de perles. À côté d'elle, siégeait la délégation de Dinks AI, tous en costume si propre qu'ils semblaient plastifiés. Il y avait au moins 20 personnes à l'intérieur, la plupart blanches, la plupart mâles, et tous sur le point de signer un document qui ruinerait sa vie. Raina se tint dehors du verre un moment, observant. Ses pieds refusaient de bouger. Sa gorge se serra. Chaque instinct hurlait de se retourner, de retourner à son chariot, de disparaître dans l'escalier de service. Personne ne saurait, personne ne s'en soucierait. Elle pourrait garder son travail, garder sa sœur en sécurité, prétendre que rien de tout cela n'était arrivé, mais elle avait déjà été choisie. Ils avaient déjà placé son nom sur la ligne. Ils l'avaient déjà enterré sous leur empire de papier. Sa main trembla tandis qu'elle poussait la porte. L'air à l'intérieur était huché et froid comme une cathédrale. La pièce se tourna vers elle à l'unisson. Les conversations s'arrêtèrent. Les chaises cessèrent de grincer. Quelqu'un à l'extrémité dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Raina avança. « Quelle est la signification de cela ?» demanda un homme près de l'avant, en se levant pour lui bloquer le chemin. « Je dois parler, » dit-elle plus fort qu'elle ne pensait pouvoir. « Vous n'avez pas votre place ici, » dit Julia Meyer, les yeux plissés. C'est une session fermée. Raina ne s'arrêta pas. Elle atteignit l'extrémité de la table et posa le dossier devant Robert Meyer. « Vous êtes sur le point de signer un contrat qui me nomme Raina Harris, comme partie responsable de toute la responsabilité légale dans cette fusion, » dit-elle. « Je ne l'ai pas autorisé. Je ne le savais même pas jusqu'à 3 nuits en arrière. » Des murmures éclatèrent. La presse derrière le verre commença à filmer. « Sécurité !» appela quelqu'un. « Sortez-la. »« Attendez, » dit Robert Mayer sans quitter le dossier des yeux. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Raina pointa la page qu'elle avait marquée. Page 17, sous-section 4. « Vous verrez mon nom listé sous exécutif de référence. Si cet accord échoue, si Dinks est trouvé avoir mal représenté ses actifs, vos avocats m'ont positionné pour porter le chapeau. Et je peux le prouver.
Il regarda la page. Julia Mayer se leva. C'est ridicule. Cette femme ne fait pas partie de cette réunion. Elle n'est pas autorisée à être ici. Elle est dans le contrat, répliqua Raina. Votre équipe ne l'a même pas lu. Un homme en costume bleu marine, peut-être le conseil junior, prit le dossier et commença à scanner la page. Ses lèvres s'entr'ouvrirent lentement. Son visage pâlit. Elle a raison, dit-il. Son nom est là. C'est enterré, mais c'est là. Et le langage d'indemnité est vague. Il transfère techniquement le risque. Techniquement, dit Robert Mayer, la voix à un grognement bas. C'est un piège, dit Raina. Si quelque chose tourne mal, vous perdez l'entreprise et ils s'en sortent blancs. Julia Mayer bougea pour intercepter le dossier. Mais Robert leva la main. « Assieds-toi », lui dit-il. La pièce était silencieuse. Seuls les clics d'appareils photo dehors brisèrent le calme. « Qui êtes-vous » demanda enfin Robert. « Raina Harris, dit-elle. J'ai travaillé votre quart de nuit pendant 6 ans. Je nettoie vos salles de conférence. Je vide vos poubelles. Et j'écrivais ce genre de contrat avant que votre industrie me blacklist. » L'un des reporters pressait contre le verre. « Qui est-elle » murmura-t-il à son caméraman. « Qu'est-ce qui se passe là-dedans » Raina recula. Ses jambes étaient engourdies. Ses mains bourdonnaient. « Je ne suis pas venu pour détruire quoi que ce soit, dit-elle. Je suis venu parce que je refusais d'être utilisé. Vous vouliez du silence, mais c'est le silence qui a permis que cela arrive. » Robert Mayer se tourna vers la table. « Découvrez comment cela s'est passé, dit-il. Maintenant. » Julia parla à nouveau plus froide. Elle ment. N'importe qui peut falsifier un document. Elle ne l'a pas falsifié. Le conseil junior dit « Cette version correspond à notre brouillon de la semaine dernière. Et ce formulaire d'accès, sa signature y est. » Le visage de Robert s'assombrit. « Apportez-moi ce formulaire. » Un assistant se précipita dehors. Raina resta immobile, respirant fort. Ses genoux menaçaient de céder, mais elle resta droite. Elle l'avait fait. Elle les avait forcés à regarder. La sécurité arriva, mais Robert les écarta d'un geste. « On n'a pas fini ici, dit-il. » Derrière elle, une des équipes de caméra commença à tourner. Raina ne sourit pas. Elle ne se vanta pas. Elle attendit juste parce que maintenant, il ne pouvait plus l'ignorer. Pendant plusieurs secondes après que Raina eut parlé, le temps sembla chanceler. Le bourdonnement de la climatisation devint douloureusement fort. Le champagne pétillant sur les plateaux d'argent sonnait comme de la statique, et tout le monde autour de la table resta immobile, pris entre incrédulité et aube de reconnaissance. La salle de conférence, une caverne de verre et de pierre perchée au sommet de l'Empire Mert, ne se sentait plus comme le centre de confiance et de progrès. Elle se sentait comme un tribunal. Et Raina se tenait seule dans la boîte des témoins. Les yeux de Robert Mayer étaient fixés sur le dossier devant lui. L'impression de la page du contrat avec son nom avait glissé à moitié dehors. Les clauses surlignées, une plaie jaune éclatante sur du papier blanc. Ses doigts ne bougèrent pas pour le toucher, pas encore. Au lieu de cela, il se pencha en arrière, visage illisible. Le silence autour de lui lourd de pression. Julia Mayer se tenait à côté de lui, sa posture tendue, chaque pouce de son corps criant pour le contrôle. Elle jeta un regard vers l'équipe de sécurité qui était entrée dans la pièce, tendue comme des loups au seuil, attendant un signal. Mais le PDG n'en avait pas donné un. Il n'avait pas congédié Raina. Il n'avait rien congédié. Le jeune avocat, qui avait confirmé ses affirmations, fouillait le reste du dossier. Son visage était pâle, sueur perlant sur sa ligne de cheveux. Les membres seniors de la délégation Dinks commencèrent à se tortiller sur leur siège. L'un d'eux murmura quelque chose à un autre, trop bas pour entendre mais plein d'inquiétude. Puis enfin Robert avança la main. Il tira le document complètement et lut la ligne lui-même. « Exécutif de référence R. Harris » murmura-t-il. « Consultante externe. » La voix de Julia coupa vivement, le tranchant brisant le silence. « C'est absurde. C'est une faute de frappe, un brouillon. Ce n'est pas la copie finale. » Raina fit un pas en avant. « Alors montrez-moi la finale. » La mâchoire de Julia tiqua. « Vous n'avez aucun statut ici, mais je suis dans le contrat. » Raina répondit, la voix ferme. « Vous m'avez fait partie de cela. Vous ne comprenez même pas de quoi il s'agit, » dit Julia, les mains se crispant légèrement. C'est un langage légal compliqué. « Vous êtes une femme de ménage. Je suis aussi une ancienne analyste système avec un diplôme de Harvard, » dit Raina plus fort maintenant. « Et je sais exactement ce que ce langage signifie. J'ai aidé à rédiger des clauses juste comme ça il y a des années. Mais je n'en ai jamais écrit une qui transformait un être humain en bouc émissaire. » Un murmure se propagea dans la pièce. Les reporters dehors pressèrent plus près.
Quelqu'un commença à diffuser la scène en direct depuis son téléphone. Julia se tourna vers son mari, la voix baissée mais urgente. « Robert, tu ne peux pas sérieusement tolérer cela. C'est une distraction. » « Elle a raison, » dit le conseil junior à nouveau. La formulation dans la sous-section 4 déplace la responsabilité. Elle n'utilise pas le mot « indemniser ». Mais la structure implique une absorption complète des retombées légales par l'exécutif listé et le document d'accès est douteux. Robert parla enfin, la voix basse, dure. « Comment est-elle arrivée dans ce contrat ?» L'avocat tressaillit. « Je ne sais pas. Nous devrons vérifier l'historique des révisions. » Julia intervint à nouveau. Elle a probablement trouvé un brouillon et s'est insérée. C'est ce qui arrive quand on permet au personnel non autorisé près des zones sensibles. « J'ai les métadonnées du fichier, » dit Raina rapidement. « C'était déjà là avant que je le voie. J'en ai fait des copies. Les logs du système interne montrent que le dernier éditeur était quelqu'un du légal. Vous pouvez vérifier. » Robert la regarda maintenant. La regarda vraiment. Ses yeux étaient gris, fatigués, mais il y avait une netteté derrière comme le tranchant d'une lame enterrée dans du velours. « Vous avez les logs ?» demanda-t-il. « Oui, dit-elle. J'ai apporté tout. » Julia ricana mais sa posture avait changé. Sa confiance n'était plus complète. Raina le vit. L'hésitation, le calcul. « Laissez-la nous montrer, » dit Robert. Pendant les minutes suivantes, Raina déballa son dossier devant tout le conseil. Elle montra les impressions des logs d'écran, les captures d'écran du document brouillon original, les métadonnées horodatées, le formulaire d'accès qu'elle avait signé sous de faux prétextes et les notes qu'elle avait prises, comparant un langage similaire utilisé dans 2 autres contrats qu'elle avait trouvés dans la corbeille du copieur. Sa voix resta calme, mais à l'intérieur son cœur battait comme un tambour. Chaque paire d'yeux dans la pièce était sur elle, chaque souffle une menace d'effondrement. Julia interrompit à plusieurs reprises, essaya de contester l'interprétation de la clause, mais ses efforts devinrent plus minces, tandis que la documentation s'accumulait. Le jeune avocat soutint Raina sur chaque point technique. Une autre manager, Laura Davis, confirma discrètement que le document était stocké sur le serveur jusqu'à 2 jours en arrière quand il avait été supprimé. Un mouvement inhabituel donnait les protocoles standards de rétention. Plus Raina parlait, plus l'humeur dans la pièce changeait. Ce qui avait commencé comme mépris et scepticisme tourna en tension, doute et pour certains panique silencieuse. Les exécutifs de Dinks commencèrent à texter furieusement, murmurant entre eux. L'un d'eux, un homme aux cheveux gominés et accent texan, se pencha en avant et sourit à Raina avec un mépris à peine voilé. « Madame, dit-il doucement, nous avons tous vu des lanceurs d'alerte avant. Je suis sûr que vous croyez ce que vous dites, mais vous ne comprenez pas la complexité légale et commerciale de cet arrangement. Il y a une raison pour laquelle nous utilisons des termes comme tampon de responsabilité intermédiaire. Ces choses sont conçues pour protéger l'intégrité des 2 entités. Ça n'est pas personnel. C'est mon nom, dit Raina. Ça ne devient pas plus personnel. Même ainsi, dit-il avec un gloussement. Nous sommes dans un cadre professionnel ici. Je pense que les émotions prennent le pas sur les faits. Raina le fixa. Les faits n'ont pas besoin d'émotions pour être vrais. Robert s'éclaircit la gorge. Ça suffit. Il regarda sa femme. Tu étais la dernière à approuver ce contrat avant impression. As-tu vu cette clause? Julia croisa les bras. Je l'ai revue. Oui, mais il y avait des dizaines de lignes rouges. C'est possible que cela ait glissé. C'est ton travail, dit-il, sa mâchoire serrée. Tu as cautionné cela, continua-t-il. Tu as amené Dinks. Tu as approuvé la structure d'indemnité. J'ai aussi empêché cette entreprise d'être poursuivie 5 fois l'année dernière. Elle répliqua. Ne transforme pas cela en « nous ne parlons pas de l'année dernière », dit-il. Nous parlons d'un contrat qui aurait pu nous ruiner et détruire notre standing public et faire d'une femme de ménage un bouc émissaire pour y arriver. Julia sembla sur le point de dire autre chose, mais s'arrêta. Le silence tomba à nouveau. Dehors, un photographe prit des photos à travers le verre. Raina resta debout. Elle ne savait pas ce qui arriverait ensuite, s'il la virerait, la poursuivrait, appellerait la sécurité. Mais en ce moment, elle avait fait ce pourquoi elle était venue. Elle les avait forcés à la voir. « Merci, dit enfin Robert. Tu peux y aller. » Les épaules de Raina s'affaissèrent légèrement. Ses mains tremblèrent, tandis qu'elle rassemblait son dossier. Mais tandis qu'elle se tournait vers la porte, Julia parla à nouveau, la voix basse et venimeuse. « Ce n'est pas fini, dit-elle. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. » Raina ne se retourna pas. Elle marcha dans le couloir, les murmures de la presse montant tandis qu'elle passait, ses pas résonnant dans le corridor de marbre.
Son pouls tonnait dans ses oreilles. Sa vision brouillait de 1000 conséquences possibles. Mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait éveillée dans sa peau. Elle avait marché dans leur monde, parlé leur langage et dit la vérité. Elle ne savait pas si ce serait suffisant, mais c'était un début. Au moment où elle atteignit l'ascenseur de service, ses jambes faillirent céder. Elle s'appuya contre le mur métallique, le froid s'infiltrant à travers sa combinaison. Elle ferma les yeux. Elle vit la page 17 gravée dans son esprit comme une écriture sainte. De retour chez elle ce soir-là, Marlène était assise sur le canapé à sa place habituelle, regardant une rediffusion d'un vieux drame de tribunal. Raina entra discrètement et posa son sac près de la porte. Elle resta longtemps debout, observant le profil de sa sœur. « Tu es en retard, » dit Marlène sans regarder. « J'ai fait quelque chose, » dit Raina. Marlène tourna la tête. « J'ai dit la vérité, et je les ai forcés à écouter. » Le visage de Marlène changea. Pas de peur, de quelque chose comme de la fierté. Mais ça ne dura pas. Le lendemain matin, Raina reçut un message des ressources humaines. Son badge était désactivé, son accès révoqué, son statut d'emploi listé comme en revue. Elle avait forcé la vérité à la lumière. Maintenant, elle affronterait les conséquences. L'email arriva juste après 7 heures du matin. Raina avait à peine changé d'uniforme quand son téléphone vibra une fois. Pas de sonnerie, pas d'urgence, juste une notification stérile avec une ligne d'objet qui fit tourner son sang en glace. Notification RH Mert. Congé administratif en attente de revue. Le corps du message était aussi sec et procédural qu'elle s'y attendait. Son accès par carte-clé avait été suspendu, son casier scellé. Elle était instruite de ne pas retourner sur les lieux jusqu'à contact pour une audience officielle. Pas de mention de sa présentation, pas d'acknowledgement du contrat, pas de référence à l'exposition qu'elle venait de causer. C'était écrit comme si elle était une gêne. Un glitch dans le workflow, pas la femme qui avait arrêté une fraude de milliards de dollars d'être signée devant des caméras et des exécutifs. Raina fixa le message dans le silence de son appartement. Marlène venait de partir pour un rendez-vous chez le médecin et la TV était éteinte, la bouilloire froide. Les murs de l'appartement, autrefois un refuge de l'humiliation et de la fatigue, pressaient maintenant autour d'elle comme des entraves capitonnées. Elle fit défiler le message à nouveau, puis posa le téléphone face contre table et s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre. Dehors, le ciel était meurtri de nuages. Quelques enfants traînaient leurs sacs à dos le long du trottoir en route pour l'école, oblivieux à la réalité qui s'écrasait à travers le monde de Raina. Elle n'était pas surprise. Pas vraiment. Elle avait su au plus profond de ses os que pousser contre une structure comme Mertech viendrait avec des conséquences. Mais la vitesse de cela la stupéfia. Moins de 24 heures en arrière, elle s'était tenue dans une salle de conférence devant les figures les plus puissantes de l'entreprise. Maintenant, elle était verrouillée comme une voleuse. À la mi-matinée, la campagne de diffamation commença. Ça commença petit. Un post de blog vaguement formulé sur un site d'actualité tech décrivait une outburst disruptive par une session de cauchemar, cadrant l'événement comme une défaillance de protocole de sécurité interne. Pas de nom mentionné, mais l'implication était claire. Raina reconnut la formulation assainie légale, conçue pour supprimer les faits, tout en déclenchant la suspicion. 2 heures plus tard, un autre article apparut, celui-ci plus agressif. Du balai au mégaphone, la femme qui a détourné un accord corporate. Le ton était moqueur, dédaigneux. Il décrivait ses actions comme dramatiques, non substantiées et possiblement criminelles. Une employée mécontente, avec un historique d'emploi douteux et aucune formation légale formelle. Il qualifiait ses affirmations de profondément douteuses et suggérait qu'elle avait possiblement fabriqué ou manipulé des documents pour attirer l'attention. Elle lut l'article entier sans cligner. Pas même quand il citait un porte-parole anonyme de Myrt qui affirmait « Il est malheureux qu'une personne sans compréhension claire des structures légales corporate ait choisi de s'insérer dans un processus exécutif. » Ce n'était pas juste un assassinat de caractère, c'était un message. Reste en bas, reste silencieuse. Et la partie la plus éblouissante, l'image qui accompagnait l'article, était une d'elles prise de footage de sécurité. Un frame fixe mid-motion capturé tandis qu'elle posait son dossier sur la table. Son expression sérieuse, assertive. Mais la légende dessous lisait « Employé non identifié interrompt la signature de contrat ». Non identifié. Il refusait encore de dire son nom. Même maintenant, ils essayèrent de l'effacer, mais quelqu'un d'autre le fit.
Au soir, une sorte différente d'histoire commença à circuler sur les réseaux sociaux. Une courte vidéo postée par un jeune reporter tech, nommé Van Patel, devint virale sur Twitter et LinkedIn. C'était pris d'une caméra de smartphone dehors du mur de verre de la salle de conférence. Ça montrait Raina se tenant à la tête de la table, levant la voix non en colère, mais avec clarté tandis qu'elle expliquait les implications légales de la clause cachée. Le post lisait « Une femme de ménage de nuit vient d'arrêter une fusion corporate en pointant une clause de responsabilité enterrée que personne d'autre n'avait remarquée. Son nom est Raina Harris et elle n'est plus invisible. » Dans les heures suivantes, la vidéo avait été partagée des milliers de fois. Des activistes, organisateurs syndicaux et professionnels légaux commencèrent à commenter. Certains applaudirent son courage. D'autres disséquèrent le langage du contrat des captures d'écran qu'elle avait fourni. Quelques avocats confirmèrent même que la clause en question pouvait, sous certaines interprétations, shifter la responsabilité légale à un tiers non informé. Raina regarda la tempête se dérouler du silence de son salon. Elle ne posta rien elle-même. Elle ne répondit pas au message, mais elle les lut. Elle vit la vague croissante de gens qui la croyaient. Des gens qui disaient avoir vu les mêmes abus. Contrats formulés pour protéger les puissants et punir les expandables. Et puis vint le message. Il arriva tard, presque minuit. Un email vide sans ligne d'objet. Le corps contenait seulement une phrase. « Arrête de creuser ou tu seras enterré. » Pas de nom, pas de signature, pas de métadonnées traçables. Son souffle se coupa. Sa peau se hérissa. Elle fixa les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent, puis les relut. Elle ferma l'ordinateur lentement et s'assit très immobile. Les ombres dans son appartement soudain trop profondes, le silence trop fort. Elle les avait rendues mal à l'aise. Maintenant, il la menaçait. Il lui avait déjà pris son travail. Maintenant, il voulait son silence. Elle tendit la main vers son téléphone avec des doigts tremblants et appela sa sœur. Marlène répondit à la 3e sonnerie. « Tu vas bien ?» « Non, dit Raina, mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Si quelque chose arrive, si je ne rentre pas, ne dis pas ça. »« Écoute-moi, dit-elle fermement. Il y a des fichiers sur mon ordinateur. Un dossier marqué bouilloire. Si quelque chose arrive, envoie-les au reporter nommé Van Patel. Il saura quoi faire. » La voix de Marlène se brisa. « Tu me fais peur. »« J'ai peur aussi, murmura Raina. Mais je ne peux pas m'arrêter maintenant. » Le lendemain matin, elle était tendance. Les outlets d'actualité qui l'avaient diffamée maintenant se précipitaient pour mettre à jour leurs titres. Raina Harris n'était plus une perturbatrice anonyme. Elle était une whistleblower. Et plus important, elle avait raison. Plusieurs analystes légaux indépendants confirmèrent les implications de la clause qu'elle avait signalée. Des groupes de surveillance corporate commencèrent à exiger une investigation interne à Myrtech. Des syndicats émirent des déclarations louant sa vigilance. Même quelques politiciens intervinrent, appelant à une surveillance réglementaire de l'abus de langage contractuel dans les fusions tech. Raina ne se sentait pas triomphante. Elle se sentait exposée. Elle était devenue un symbole, et les symboles sont des cibles. Son interphone d'appartement sonna inopinément autour de midi. Elle se figea. Personne ne visitait jamais sans appeler d'abord. Marlène était à l'hôpital. Raina s'approcha de l'intercom lentement. Une voix masculine profonde crépita à travers le haut-parleur. « Call Sporer Harris, signature requires. »« Je n'ai rien commandé, dit-elle sans appuyer le bouton talk. » Silence. Puis après un moment, l'interphone sonna à nouveau, plus fort cette fois, plus insistant. Elle recula. Son téléphone était déjà en main. Elle composa le 911. Mais avant que l'opératrice puisse répondre, l'interphone s'arrêta. Quand elle jeta un œil à travers les rideaux, l'homme était parti. Pas de camion, pas d'uniforme, juste des traces de pneus dans la pluie. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Elle déplaça une chaise sous la poignée de porte et garda les lumières allumées. Autour de 3 heures du matin, elle rouvrit son ordinateur portable et fixa les fichiers. Quelque chose lui disait que cela allait plus profond qu'une seule clause dans un contrat. Mert n'avait pas juste essayé de décharger la responsabilité. Ils avaient créé un labyrinthe légal pour cacher la responsabilité, et Dinks les avait aidés à le construire. Elle commença à creuser à travers de vieux répertoires, backup PDF cachés d'imprimantes partagées, métadonnées nettoyées de documents Word qu'elle avait rencontrés pendant des années de nettoyage et de stations de travail déverrouillées. Et lentement, un pattern émergea. Il y avait d'autres contrats, d'autres noms de tiers, d'autres faux consultants, toujours enterrés au même endroit, toujours appairés avec des phrases de responsabilité ambiguës. Il l'avait fait avant. Elle commença à compiler une liste, date, titre de contrat, ID de document. Elle travailla jusqu'à l'aube,
les doigts engourdis, les yeux piquants. La vérité qu'elle avait découverte n'était pas isolée. Elle était systémique. Et puis tandis que le soleil se levait, sa boîte de réception bipa. Un seul message d'un email chiffré. L'expéditeur identifié seulement comme John Smith. La ligne d'objet, tu avais raison. Et tu n'as vu que la surface. À l'intérieur, un seul paragraphe. J'ai travaillé à Myrt Tech. J'ai essayé de les avertir il y a 2 ans. Ils m'ont enterré aussi. Mais j'ai tout. Si tu veux finir ce que tu as commencé, réponds à ce message. Mais fais attention. Ces gens ne détruisent pas juste des carrières. Ils effacent des gens. Attachez un seul fichier, un ledger bancaire, paiements offshore, nom de compagnie coquille, et un nom que Raina reconnut instantanément. Julia Meyer. Elle ferma l'ordinateur portable et se pencha en arrière. Tout avait juste changé à nouveau, et cette fois ça ne serait pas contenu dans une salle de conférence. Raina s'assit immobile dans la lumière bleue faible de son écran d'ordinateur portable. Le nom Julia Meyer brûlant sur ses rétines comme une image résiduelle d'une flamme trop brillante. Le ledger offshore était une seule page. Danse de codes de transaction, numéro de compte et date, mais l'implication était immédiate et indiscutable. Transfert routé à travers des entités coquilles, avec des noms vagues, montant qui n'a n'importe quel reteneur légal standard ou fee de consulting. Et dans le champ bénéficiaire de plus d'une transaction, là c'était Silver Cross Holdings, une compagnie qu'elle n'avait jamais vue sur aucun papier Myrt, mais une que l'email anonyme avait signalée. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier, tandis que sa respiration ralentissait. Un engourdissement rampant s'installant dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement que le nom de Julia Meyer était attaché à un compte offshore couvert. C'était la réalisation indiscutable que ce sur quoi Raina était tombée n'était pas un truc de contrat isolé. C'était un pattern, une méthode, une stratégie conçue pour extraire du profit, tandis que redirigeant le risque avec des boucs émissaires alignés comme des dominos attendant de tomber. Elle répondit d'une phrase. « Je veux savoir tout. » La réponse vint juste minutes plus tard. « Rencontrons-nous 18h demain. Moonbeam Café. Patio arrière. Pas de Davis. DW. » Elle le relut 2 fois puis murmura les lettres à voix haute. « D.W. David Wilson. » Le nom était infamiliar, mais les initiales correspondaient aux métadonnées qu'elle avait trouvées enterrées dans un vieux mémo d'audit la semaine précédente. Elle n'y avait pas pensé beaucoup à l'époque, seulement que le mémo avait été l'un des rares avertissements qu'internes sur les structures de responsabilité dans les partenariats antérieurs de Myrt Tech, avertissement qui avait mystérieusement disparu de l'archive des jours plus tard. Elle ferma son ordinateur portable et s'assit très immobile. Dehors, une voiture passa sous la fenêtre et projeta une ombre glissante à travers le mur. L'air de nuit était lourd d'humidité et des sirènes lointaines échoaient à travers le quartier comme des baleines fantômes. Raina ne dormit pas. Au lieu de cela, elle s'assit sur son lit, bras enroulés autour des genoux, observant la porte. Le jour suivant passa lentement, chaque heure s'étirant en question. Elle vérifia la ruelle derrière son bâtiment 3 fois. Elle débrancha son Wi-Fi et laissa son téléphone éteint. Quand Marlène revint de son rendez-vous chez le médecin, Raina garda ses réponses courtes, sa voix calme mais distraite. Marlène remarqua « Tu fais quelque chose à nouveau », dit-elle tandis qu'elle s'asseyait dans son fauteuil près de la fenêtre de cuisine, bras croisés. « Je peux le sentir. » Raina hocha la tête. « Je rencontre quelqu'un. Quelqu'un en qui tu as confiance. »« Je ne sais pas, dit-elle, mais il sait ce que j'ai vu et il m'a envoyé des preuves. » Marlène regarda ailleurs puis revint. « Est-ce qu'on te suit ?» « Je ne sais pas ça non plus. » Elles furent silencieuses longtemps. Puis Marlène dit « Si tu disparais, qu'est-ce que je dois faire ?» La voix de Raina se brisa seulement légèrement. « Envoie tout à Van. Dis-lui de ne pas attendre. » Le café était dans un quartier calme, juste au-delà du centre-ville, niché entre un fleuriste et un vieux magasin de disques avec des couvertures de vinyle déformées affichées dans la vitrine avant. C'était le genre d'endroit où les gens ne regardaient pas 2 fois. Raina arriva 10 minutes en avance et s'assit sur un banc en bois dans le patio arrière comme instruit, les mains fourrées dans les manches de son hoodie. Elle avait laissé son téléphone à la maison. Pas de sac, pas de notes, juste mémoire. À exactement 18 ans, un homme apparut de l'entrée latérale, grand et mince, avec un visage usé et des mèches argentées aux tempes. Il portait un long manteau brun et bougeait avec la prudence silencieuse de quelqu'un habitué à surveiller ses environs. « Mademoiselle Harris » demanda-t-il. Elle hocha la tête. Il s'assit en face d'elle et regarda autour une fois, puis se pencha en avant.
Mon nom est David Wilson, dit-il. J'ai travaillé à Mer Tech, en conformité interne jusqu'à il y a 2 ans. Qu'est-il arrivé? J'ai soulevé des préoccupations sur notre fusion avec Neuronix en 2021. Même patterns, même contrat. J'ai trouvé un langage assignant risque financier et légal à un sous-traitant non averti, listé seulement par initiale. EEL. J'ai confronté le légal. 3 jours plus tard, j'étais en congé pour comportement erratique. 1 semaine après, quelqu'un a essayé de forcer mon appartement. L'estomac de Raina se retourna. Ils ont dit que je volais des données, continua-t-il. On déposé une ordonnance restrictive. J'ai tout perdu. Amis, travail, score de crédit. Et je ne pouvais rien prouver jusqu'à maintenant. Il tira une petite enveloppe de son manteau et la glissa à travers la table. Raina hésita puis l'ouvrit. À l'intérieur des captures d'écran imprimées, tableurs et notes griffonnées d'une main serrée, frénétique. Plusieurs noms sautèrent aux yeux. Firme de consulting fictive, paiement hors livre, clauses identiques apparaissant dans différentes fusions. Au centre de tout, la signature de Julia Meyer. Elle n'est pas juste le conseil légal, dit David. Elle est l'architecte. Elle conçoit ses contrats depuis plus d'1 décennie. Et Dinks n'est pas la première compagnie à en bénéficier. Pourquoi personne ne l'a exposée? Parce que c'est légal. Sur papier, ça ressemble à une gestion de risque intelligente. Mais quand tu les empiles tous, quand tu vois comment les mêmes mécanismes réapparaissent, ça arrête de ressembler à de la négligence. Ça commence à ressembler à de l'intention. Raina absorba chaque mot. Elle ressentit le frisson à nouveau, plus profond maintenant, mais aussi quelque chose d'autre, une clarté terrible. « Pourquoi m'as-tu contacté ?» demanda-t-elle. « Parce que tu as fait ce que je ne pouvais pas, » dit-il simplement. « Tu as parlé tandis que c'était encore en train d'arriver, et tu les as fait tressaillir. » De retour chez elle cette nuit-là, Raina resta debout à organiser les preuves que David lui avait données. Elle créa des backups, étiqueta des dossiers, croisa des timelines. Chaque connexion rendait l'image plus claire. Silver Cross Holdings avait des liens avec au moins 4 compagnies coquilles précédentes. Dans chaque fusion, quelqu'un comme elle, statut bas obscur, avait été désigné comme bouc émissaire. Certains étaient des internes, certains des temps contractuels. Quint, apprit-elle, était mort dans un accident de voiture 2 semaines après avoir été nommé dans un accord effondré. C'était plus que de la fraude. C'était un système d'extraction corporate caché derrière un rideau de papier. Raina travailla jusqu'à ce que ses yeux refusent de rester ouverts, puis s'effondra dans le lit. Elle rêva de noms écrits en encre invisible, de contrats écrits en sang, de femmes de ménage nettoyant les sols de bâtiments en feu. Le lendemain matin, elle se réveilla pour trouver un SUV noir qui tournait au ralenti de l'autre côté de la rue de son appartement. Ce n'était pas subtil. Elle tira le rideau lentement, cœur martelant, et observa. Personne ne sortit, personne n'entra. Il resta là jusqu'au crépuscule, puis partit. Cette nuit-là, elle reçut un autre email. « Ceci est ton dernier avertissement. Marche loin. » Il venait d'une adresse burner. Pas d'IP, pas de champ réponse. Raina ferma l'ordinateur portable et pressa ses mains sur son visage. Marlène observa depuis le couloir. « Il te surveille, » dit-elle. Raina ne répondit pas. « Tu dois arrêter. »« Je ne peux pas. Ils te tueront, je sais. » Une longue pause. « Puis promets-moi, » dit Marlène. « Promets que tu rentreras. » Raina regarda sa sœur, les yeux sombres et crus. « Je promets d'essayer. » Le jour suivant, Robert Mayer convoqua Julia dans son bureau. Il attendit que la porte se ferme avant de parler. « Je veux la vérité, » dit-il voix plate. « Savais-tu pour la clause ?» L'expression de Julia resta neutre. « Bien sûr que non. Ne me mens pas. » Elle inclina la tête. « Penses-tu vraiment que je risquerais tout pour une ligne de responsabilité enterrée? Je pense que tu l'as fait avant. » Son sourire disparut. « J'ai revu de vieux audits, » dit-il. « Contrat, firme coquille. Ton nom apparaît dans trop d'endroits. Tu n'as pas de preuves. J'en aurai. » La voix de Julia tomba en sifflement. « Fais attention, Robert. Tu ne sais pas quelle porte tu ouvres. »« Je pense que si, » dit-il. « Et j'appelle quelqu'un pour ouvrir le reste. » Plus tard, cette nuit-là, Raina reçut un message de Robert Mayer lui-même. C'était bref. « Nous devons parler. »« Je te crois. » Attachez un nom. Victoria Lynn, JD, Conseil Intégrité Corporate, et une question. « Travailleras-tu avec elle ?» Raina fixa l'écran longtemps. Puis tapa sa réponse « Oui, mais je veux tout », parce qu'elle ne se battait plus pour son travail. Elle se battait pour les gens dont les noms ne faisaient jamais les gros titres, et pour ceux qui ne pouvaient pas parler avant de disparaître. Le gala de la Fondation Meyer était un rituel annuel de verre poli, robe de designer et réputation curatée.
tenu dans l'atrium voûté du quartier général principal de la compagnie. C'était un display soigneusement chorégraphié, de richesse et de pouvoir où sénateurs et développeurs logiciels sirotaient du vin sous les mêmes lustres et où Robert Meyer se tenait, traditionnellement au podium pour parler d'innovation, legacy et l'avenir de la technologie éthique. Mais cette année, quelque chose était différent. L'air bourdonnait de quelque chose de plus lourd que l'anticipation. Les fleurs bordant les escaliers étaient plus pâles que d'habitude, la musique plus calme et les invités parlaient en ton heuché, qui ne correspondait pas à leurs extérieurs pailletés. Au centre de la salle, sous le logo Myrte affiché en lettres d'or de 10 pieds, Robert Meyer se tenait dans un simple costume noir sans cravate. Son visage, toujours le masque poli d'un homme habitué aux applaudissements, portait une expression différente ce soir-là, quelque chose de tendu, solennel et résolu. Près des portes, Raina Harris attendait. Elle était arrivée sans cérémonie, escortée par un des aides de Robert à travers une entrée latérale, vêtue non d'uniforme ou même de glamour emprunté, mais d'un simple chemisier noir et pantalon sombre. Ses cheveux tirés en arrière étroitement, ses boucles d'oreilles petites, ses chaussures plates. Elle ressemblait à une femme venue témoigner. Victoria Lynn se tenait à côté d'elle, nette et composée dans une robe gris charbon et un binder en cuir étroit serré dans une main. Raina ne pouvait toujours pas tout à fait croire que cela arrivait. Juste des jours en arrière, elle regardait des équipes de presse diffamer son nom. Maintenant, elle marchait dans le ventre du même empire qu'elle avait affronté. « Je sais que c'est difficile », lui avait dit Victoria plus tôt ce matin-là, « mais ta voix est le fulcrum de ce cas. Si tu choisis de parler, tu shifteras le poids. » Raina n'avait pas répondu, mais maintenant, tandis qu'elle observait Robert monter sur scène avec une lenteur presque révérentielle, elle comprit ce que Victoria voulait dire. La vérité était lourde, mais le silence était plus lourd. La pièce se tut, tandis que Robert atteignait le podium. Il ajusta le micro, s'éclaircit la gorge et attendit. Quelques flashs de l'arrière illuminèrent son visage, mais pas de musique joua. Pas d'hôte l'introduisit. Ce n'était pas la performance habituelle de Myrtech. Pas de vidéo, pas de slide, pas de blagues sur l'IA et les dîners. « Je ne parle pas ce soir en tant que PDG, dit-il la voix basse et stable. Je parle en tant qu'homme qui a fait des erreurs et qui a presque fait une trop grande pour survivre. » Les invités se tortillèrent, incertains. Vous savez tous que Myrte était au bord d'une fusion historique avec Dinks AI. Vous avez peut-être lu des articles, entendu des rumeurs et peut-être même formé des opinions. Mais je veux que vous entendiez de moi ce qui s'est vraiment passé. Il fit une pause. Nous avons presque signé un accord qui aurait placé cette compagnie et chaque personne qui en dépend à un risque catastrophique à cause d'une seule clause. Quelques phrases écrites en obscurité délibérée, et presque personne ne l'a vu. Une vague de tension traversa la foule. Pas notre conseil, pas notre équipe légale, pas même moi. Il leva les yeux, balayant la pièce jusqu'à ce qu'il s'arrête sur Raina, toujours debout près du mur, sauf une personne. Chaque tête se tourna. Elle a vu ce qu'aucun de nous n'a vu. Elle a parlé quand aucun de nous n'aurait. Elle n'avait pas de titre ou de diplôme de droit ou de bureau. Elle avait un balai et un dossier. Quelques gaspes brisèrent le silence. Et si elle n'avait pas marché dans cette pièce calmement, confiamment, avec des preuves en main, nous serions tombés dans un piège qui était tendu pour nous. Un piège conçu pour extraire des milliards, tandis que sacrifiant les gens en bas. Il s'éloigna du podium. Pendant un moment, Raina pensa qu'il avait fini. Puis il se tourna en arrière, la voix plus ferme. Cette femme est ici ce soir, et elle mérite plus qu'une salve d'applaudissements. Elle mérite justice et protection et une place à la table. Il gesticula vers elle. Mademoiselle Raina Harris. Le silence était assourdissant. Puis lentement, les gens commencèrent à se tourner vers elle. Non avec confusion ou pitié, mais avec la conscience croissante que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Victoria la poussa doucement. Raina fit un pas en avant et puis un autre. Et puis elle marchait à travers du marbre, sous des lumières qui se sentaient comme des lampes chauffantes, passer des rangées de chaises remplies de gens qui ne l'avaient jamais regardée avant, mais qui maintenant ne pouvaient pas détourner les yeux. Ses mains ne tremblèrent pas, son épine dorsale resta droite. Quand elle atteignit le bord de la scène, Robert recula et offrit le podium. Elle le prit. Sa voix ne monta pas ou ne vacilla pas. Elle existait simplement, ferme et réelle, pour la première fois sur une plateforme qui lui avait été refusée toute sa vie. « Mon nom est Raina Harris, dit-elle. J'ai travaillé le quart de nuit à Myrtech pendant 6 ans. La plupart d'entre vous ne m'ont jamais vu. C'est tout droit. Je suis habitué à être invisible. » Quelqu'un dans le public se tortilla inconfortablement.
Mais j'ai vu quelque chose, continua-t-elle. Quelque chose qui était censé être caché. Et j'ai décidé que je ne resterais pas silencieuse à ce sujet. Elle fit une pause, respirant. Je ne l'ai pas fait pour la gloire ou la revanche ou par dépit. Je l'ai fait parce que j'ai vu mon nom à un endroit où il n'avait pas sa place, à côté de conséquences que je ne méritais pas. Je l'ai fait parce que la vérité importe, même quand elle vient de quelqu'un que vous overlook. Elle s'éloigna du micro. La pièce explosa, mais Raina n'enregistra pas les applaudissements. Elle les entendit comme de la statique. Ses yeux trouvèrent Marlène dans la 3e rangée. Robert s'était assuré qu'elle y ait une place. Le visage de sa sœur était mouillé de larmes. Raina ne l'avait jamais vue pleurer en public avant. Plus tard cette nuit-là, Victoria la rencontra en coulisses avec une clé USB en main. « C'est tout », dit-elle. « Le dossier de cas complet, témoignages, contrats, transactions. Nous avons déposé la plainte ce matin. Fraude fédérale, conspiration, mauvaise conduite corporate. Et Julia ?» demanda Raina. « Elle a déjà été subpoenaed. » Robert les rejoignit alors, épaules plus basses maintenant. Humaine. Elle pensait qu'elle était plus intelligente que tout le monde. Dit-il qu'elle l'était pendant un temps. Elle l'est encore peut-être. Raina dit, « Pas plus intelligente que toi, dit-il. » Dans les 48 heures, l'histoire éclata largement. Julia Meyer fut nommée comme l'architecte central d'un schéma complexe de shifting de responsabilité qui avait opéré à travers au moins 5 fusions sur une décennie. Le PDG de Dinxai démissionna. L'action de la compagnie chuta du jour au lendemain. Des investigations commencèrent. Une enquête criminelle suivit. Raina Harris devint le témoin clé. Le procès dura 4 mois, 4 longs, publics, brutaux mois. Raina témoigna 3 fois, chaque avec plus de clarté que la dernière. Ses notes, ses photos, ses copies annotées de contrats devinrent des exhibits clés. David Wilson témoigna aussi, sa voix tremblante mais stable. Le nom Silver Cross Holdings devint infâme, tout comme la phrase page 17. À la fin, Julia Meyer et 2 autres furent condamnés pour charge de fraude par fil, conspiration pour commettre fraude et obstruction de justice. Ils reçurent des sentences de 10 ans. Myrtec, sous nouvelle direction, commença un audit complet de ces pratiques et ouvrit une fondation pour l'éducation éthique corporate. La première bourse qu'ils offrirent alla à Raina Harris. Elle ne l'accepta pas. Au lieu de cela, elle demanda autre chose. Elle demanda du financement pour créer un centre de ressources publiques pour l'éducation contractuelle. Un endroit où travailleurs internes, contracteurs et non-avocats pourraient apprendre à lire ce qu'on leur demandait de signer. Robert l'approuva sur le champ. À la cérémonie d'ouverture, Raina ne fit pas de discours. Elle s'assit dans la dernière rangée, tandis que d'autres parlaient d'elle, son courage, son impact. Elle écouta silencieusement, un carnet sur les genoux, ses mains enfin au repos. Après, une fille d'environ 18 ans s'approcha d'elle, nerveuse, avide. « Es-tu vraiment la femme de ménage de la vidéo ?» demanda-t-elle. Raina sourit. « Je l'étais. Ça faisait peur de se tenir dans cette pièce ?»« Ça l'est encore, » dit Raina. Tous les jours, la fille hocha la tête. « Je veux faire quelque chose comme ça un jour. Alors commence par lire tout ce qu'il te donne, » dit Raina 2 fois. La fille rit. Elles se tinrent ensemble, observant la plaque être dévoilée. Le centre Raina Harris pour la littératie contractuelle. Parce que personne n'est trop petit pour importer. Cette nuit-là, Raina marcha à la maison avec Marlène sous un ciel clair. Pour la première fois en semaine, il n'y avait personne observant de la rue. Pas de caméra, pas de SUV noir, juste les sons doux de la ville retournant à elle-même. « Tu n'as pas juste nettoyé leur sol, » dit Marlène. « Tu as nettoyé tout le putain de bâtiment. » Raina sourit, fatiguée mais entière. « Je faisais juste mon travail, » dit-elle. Mais cette fois, tout le monde l'entendit. Si vous avez trouvé cette histoire puissante, assurez-vous de vous abonner pour ne pas rater la prochaine. Regardez plus de vidéos sur la chaîne et n'oubliez pas de partager celle-ci avec quelqu'un qui a besoin de la voir.他下班也一样坐着不动，坐，然后再看那个看兔曲啊，然后肚腩就越来越大了，然后肚子就变成大肚腩了。没有啊，我说我就一直坐着啊，然后我的肚子就会越来越大。
然后这几天量体重本来98，不是98，反正是78，然后跑到79.7，应该是吧？不是这边嘛？入口是这边嘛？走错了。美堤河滨公园中的野餐，对啊，应该是，我不知道是北市府办的还是新北市政府办的，你知道，最重要的就是有约到人就好了。然后我不晓得要不要带野餐垫，我没有问对方说你带野餐垫还是我带野餐垫。等一下这捷运到底怎么走啊？奇怪了。A1台北车站应该是这边哦。右脚步，然后起来屁股就湿湿的，没有，搞不好屁股是湿湿的。早啊，哇，人数就这样吗？奇怪，怪了，捷运入口了。哇，在那后。2号现在就对，去那边跟一台奥迪有优惠哦。
没有。好，卡哥要出国，怎么可能？卡哥要出国？有可能啊，卡哥要出国。嗯，哎，怎么走啊？北门站，哦，北门站，看到了手机可以掉。哎，台北车站的西侧门，有点远呢。大厅哦，你要往那边走，你可能在那边再问一下，因为真的有点远，有一段路。晕脚欸，从这边走到西侧门。请握扶手，站稳踏阶，握紧行李。Please hold on to the handrail. Mind your step and do not let go of the luggage. 请握扶手，站稳踏阶，握紧行李。Please hold on to the handrail. Mind your step and do not let go of the luggage. 将系网和喝水，安全后单，行李给后。哦，卡哥不是说他要开台吗？8点。等一下，所以卡哥开了吗？卡哥还没开。请握扶手，站稳踏阶，将系网和喝水。没睡觉了，GG了，GG生。